Bonsoir tout le monde. Je remercie l'association de m'avoir invité à présenter un peu ce qui m'intéresse actuellement en tant qu'enseignante et chercheuse à la fois, puisque une partie de ce que je présente ce soir, c'est à la fois un cours que je donne à l'Université de Cergy et puis à la fois une partie de mes recherches. Donc, je vais vous présenter les matériaux biomimétiques avec mon propre regard, qui est le regard de l'enseignant-chercheur, donc surtout de la chercheuse. Donc, pourquoi les matériaux vivants sont-ils aussi extraordinaires, aussi intéressants si on regarde un peu plus près, et comment l'homme va pouvoir s'en inspirer pour réaliser des nouveaux matériaux pour des applications dans tout le domaine de notre vie. Donc, quelques exemples de matériaux que vous rencontrez tous les jours, et si vous avez un peu regardé, par exemple le bois, il y a un matériau qui est extraordinaire puisqu'il est très résistant, il est actuellement aussi très utilisé dans la recherche, en particulier dans le domaine biomédical, et aussi par sa faculté de croître, de se régénérer et d'être biodégradable. Il y a aussi à droite, donc, je vous ai présenté une photo d'un crâne d'oiseau. Donc les os sont aussi des matériaux très très intéressants. Je présente plus particulièrement le crâne d'oiseau puisque la structure de l'os a été conçue par la nature de manière à alléger le matériau tout en gardant sa résistance pour permettre bien sûr à l'oiseau de voler. Et puis un exemple typique d'un matériau qui inspire l'homme avec tout simplement, là on a juste regardé la structure particulière de la peau du requin et on s'en est inspiré pour créer les fameuses combinaisons des nageurs qui ont fait à un moment donné polémique puisqu'elles facilitent l'écoulement de l'eau sur le nageur et donc la nage. Donc, vous avez divers exemples. A priori, ces matériaux, ils sont très, très différents, mais après, en regardant, les chercheurs ont regardé les différents matériaux de la nature et ils ont pu en fait classifier les propriétés, les particularités de ces matériaux qui sont communes et qui font que même s'ils ont des applications différentes, ont ces particularités communes qui vont pouvoir inspirer l'homme. Donc je vais en citer quelques-unes. Donc les particularités intéressantes des matériaux vivants qui leur donnent ces résistances, cette élasticité, etc. intéressantes. Donc si vous regardez, tout simplement, la grande particularité des matériaux naturels, c'est qu'ils sont construits de manière hiérarchique. Donc l'exemple ici, c'est l'exemple de l'arbre, mais j'aurais pu donner aussi l'exemple de l'os, de votre tendon d'Achille, etc. C'est exactement la même chose, même si la molécule de base est différente. La structure est hiérarchique, c'est-à-dire que vous pouvez regarder le matériau à différentes échelles et vous voyez que vous pouvez suivre l'évolution de la structure de l'échelle du mètre pour l'arbre jusqu'à la molécule de cellulose. Et donc vous pouvez suivre les sillons du bois. Après, vous avez donc les anneaux, la cellule du bois qui est l'unité élémentaire du bois. Et puis cette cellule, si on regarde un peu plus près, elle est constituée de membranes en fait. Et ces membranes, ce sont un ensemble de fibrilles eux-mêmes constituées de la molécule de base du bois que vous connaissez, qui est la cellulose. Bon, ici la formule chimique, c'est pas très intéressant pour vous, mais en fait, c'est juste pour vous montrer en fait, que cette structuration hiérarchique est très intéressante parce qu'elle donne au bois ses propriétés de résistance et de régénération que vous connaissez. Une autre propriété typique des matériaux naturels, c'est souvent les matériaux naturels sont constitués de différentes couches de molécules, de structures différentes. Je vous présente l'exemple des coquilles et de la nacre ou des coquilles, ici c'est la coquille d'un coquille.
Donc avec à droite une photo au microscope de la coquille, et vous voyez, vous avez plein de petites lamelles superposées les unes sur les autres. Et donc ces petites lamelles, qui ont l'air toutes petites et fragiles, elles sont tellement denses et tellement placées et disposées d'une manière en quinconce en fait, pour rendre le matériau hyper résistant, en particulier à la fracture. Si vous imaginez que vous avez une fracture qui apparaît en haut, les lamelles étant tellement serrées et en quinconce, elles vont en fait elles vont limiter la progression de la fracture. Et comme c'est un matériau naturel qui se régénère, après la fracture va pouvoir être comblée par resynthèse, nouvelle synthèse de matériaux. Donc ici c'est du calcaire, du carbonate de calcium. Et une autre particularité des nacres, des coquilles hyper résistantes, c'est que ces petites lamelles sont collées les unes aux autres avec de la matière organique, et ce système de colle est hyper intéressant aussi, parce qu'il va restabiliser la structure. Donc l'aspect hiérarchique, l'aspect de structuration en couches, ce sont des choses qui vont inspirer l'homme en se disant, bon, le chercheur va se dire, la structuration en couches, apparemment, c'est assez efficace pour obtenir des matériaux assez solides. Donc pourquoi pas, moi j'ai le même problème avec mon matériau constitué d'autres molécules, mais peu importe, essayer de structurer en couches pour essayer de le rigidifier. Autre aspect, c'est que même ultra solides, donc ils sont souvent ultra légers. Donc c'est l'exemple de l'aile de papillon. Donc en fait, l'aile de papillon d'être ultra léger, elle a des propriétés optiques. Donc l'interaction avec la lumière qui fait que c'est un matériau intéressant qui a inspiré les chercheurs. Et donc dans le sens ultra léger, c'est-à-dire que la nature ne va pas synthétiser des matériaux et ajouter de la matière de manière continue. Elle ajoute de la matière de manière optimale pour une application donnée, pas plus, pas moins, parce que la nature, elle fait des économies d'énergie, elle fait des économies de matières premières, comme on devrait tous faire, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'il faut de temps en temps essayer de se garder en mémoire quand on essaye d'élaborer un nouvel objet. Et une avant-dernière remarque, les matériaux naturels sont auto-réparables très souvent. Donc ici l'exemple de la cicatrice sur un arbre. Donc quand il y a une blessure, quand il y a un accident sur le matériau, bien sûr, le matériau il n'est pas jeté. La nature, elle essaie de garder le matériau le plus longtemps possible, donc elle va essayer de réparer pour cicatriser, pour pouvoir réutiliser ce matériau. Donc là, l'arbre, c'est un bon exemple. Les os, votre peau, de la même manière. Donc la peau, c'est un matériau hyper intéressant. Qui est aussi constitué de couches. Vous avez l'épiderme, vous avez les couches inférieures, donc l'épiderme qui fait la limite avec l'air, et puis toutes les couches inférieures qui permettent d'apporter les nutriments à la couche supérieure. Donc c'est aussi un système de couches, comme j'ai cité précédemment. Et une dernière particularité que je voulais citer, bien sûr, c'est qu'ils sont biodégradables et recyclables. Donc la nature, comme je l'ai dit, elle cherche à faire des économies d'énergie et de molécules. Les molécules de base pour la synthèse des matériaux, ils ne sont pas infinis, donc elles recyclent. Donc pour recycler, on dégrade et ensuite on réutilise les éléments, les molécules élémentaires pour synthétiser de nouveaux matériaux. Donc voilà quelques particularités qu'on a pu donc, remarquer en étudiant les matériaux naturels et qui vont inspirer l'homme pour faire des nouveaux matériaux à façon. Donc une dernière condition qui est les matériaux sont tous formés dans les conditions compatibles avec le vivant. C'est-à-dire que toute la matière que vous voyez sur Terre, ou dans l'air, ou dans l'eau,
la matière elle est fabriquée dans des températures qui sont raisonnables. Donc, je ne parle pas des abysses au fond de l'eau, mais qui sont une exception. Mais en général, la température, c'est de moins 10 à plus 50 degrés maximum. La pression, c'est la pression atmosphérique, une pression légère dans l'eau. Donc, c'est des paramètres qui sont raisonnables. Et qui donnent des matériaux qui vont pouvoir être ensuite recyclés, dégradés dans des conditions raisonnables avec le milieu de vie de la Terre, enfin du vivant, par opposition aux certains matériaux industrialisés qui sont synthétisés sous haute pression, des températures de milliers de degrés, avec des procédés qui utilisent parfois, on en parlera plus tard, des produits toxiques. Donc, bien sûr, vous allez obtenir des matériaux, donc l'industrie obtient des matériaux hyper résistants, hyper intéressants, mais après, vu les procédés de fabrication, généralement ces matériaux sont plus trop compatibles avec l'aspect biodégradable, puisqu'ils ont été fabriqués dans des conditions un peu extrêmes, donc du coup leur dégradation nécessite aussi des conditions extrêmes. Donc il n'y a plus cet aspect recyclage et biodégradable. Donc c'est aussi un élément important auquel les chercheurs s'intéressent le plus et essayer de rester dans des conditions compatibles avec le vivant, de température, de pression, etc. Quand on fabrique un matériau. Donc je vais parler un peu de quelques matériaux qui inspirent l'homme et qui intéressent l'homme, sachant qu'il y en a beaucoup. Donc il y a des domaines très différents. Vous avez des matériaux, des fois on peut chercher un matériau très résistant, un matériau élastique, un matériau collant, etc. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu un échantillonnage de ça. Donc, je vous ai déjà présenté en fait les coquilles qui intéressent beaucoup, donc cet aspect multicouche qui intéresse beaucoup les chercheurs. Vous avez à droite la moule dont Chloé a parlé, ça tombe bien parce que j'en parlais un petit peu ce soir. Donc la moule avec sa coquille qui est très intéressante, mais ça m'intéressait plus, je vais parler plus aussi de la colle. Et les bioplastiques, donc, où il y a quand même pas mal de recherches là-dessus. Donc c'est essentiellement des végétaux et des bactéries qui sont capables de synthétiser des polymères qui sont capables ensuite de former des sortes de plastiques biodégradables. Donc, sont utilisés, bon, il y en a qui sont déjà commercialisés, pour faire des plastiques de culture, protéger en fait la culture lors de la semence des mauvaises herbes, et ensuite le plastique se dégrade petit à petit. Donc, pas besoin forcément de trouver des polymères dérivés du pétrole pour faire du plastique, sachant que la nature, elle est aussi capable de former des polymères qui sont, eux, faciles à obtenir dans des conditions toujours de température et de pression raisonnables avec le vivant, et puis en plus qui sont biodégradables. Donc certains utilisent ces bioplastiques, qui les modifient après, donc du coup ils sont plus biodégradables, donc il faut faire attention avec ce genre de matériaux biomimétiques, parce que biomimétique, mais après on fait ce qu'on veut quand même, et puis c'est plus très proche de l'aspect biodégradable du matériau, mais d'autres formes des bioplastiques et gardent l'aspect biodégradable ensuite. Et puis les matériaux ultra légers, mais qui peuvent être aussi qui ont l'air fragiles, mais qui ont des propriétés, donc ici des propriétés optiques qui sont certaines utilisées dans la recherche dans le domaine du photovoltaïque, ou des propriétés très légers mais très intéressantes, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc là c'était l'aide du papier. Donc ceux qui s'intéressent un peu au biomimétisme, ils doivent connaître l'histoire du gecko, qui est ce petit lézard qui a la capacité en fait de pouvoir se mouvoir sur n'importe quelle surface, même des surfaces hyper lisses comme le verre, vous voyez, même la surface verticale. Et donc les chercheurs fascinés par cette capacité-là sont un peu intéressés à savoir pourquoi et comment ce lézard pouvait adhérer un peu à toutes les surfaces. Et donc tout simplement ils ont commencé par faire ce
ce que fait un chercheur, c'est-à-dire à regarder. Ils ont commencé à observer. Et vous voyez ici une illustration de l'observation de l'animal. On a regardé plus ses pattes et puis les détails de ses pattes. Et vous voyez, on a les différentes échelles de taille des structures sur les pattes et on retrouve l'aspect hiérarchique dont j'ai parlé précédemment. Donc si on regarde les pattes, on voit que les doigts des pattes sont recouvertes de petites lamelles, de milliers de lamelles, et ces petites lamelles, elles ont été grossies ici au microscope. Donc ces petites lamelles, c'est un ensemble de petits filaments qu'on appelle des sétules. Et ces filaments, ici, vous avez juste la totalité d'un filament, ils sont arborescents, terminés par des milliers de mini-filaments, et au bout des petits filaments, vous avez des petites spatules. Donc vous voyez l'aspect hyper hiérarchisé du matériau, en fait, de la pâte du gecko. Et ces petites spatules, en fait, elles vont établir des liaisons, elles vont interagir avec le matériau, avec la surface, donc juste adhérer avec des forces, juste interagir, s'apposer sur la surface. Et ces forces d'adhésion sont très très faibles. Et comme il y a des milliers de spatules, il y a des milliers de sétules et des milliers de lamelles, ces forces vont s'ajouter les unes aux autres, et si bien que des forces très faibles qui s'ajoutent, ça va faire une force globale énorme et aider en fait l'animal à adhérer correctement sur le matériau. Si on rassemble toutes ces petites spatules et sétules d'un gecko ensemble, on est capable de faire supporter l'ensemble de ces spatules un poids de 130 kg. Donc c'est hyper adhésif en fait. Et après vous allez me demander, oui mais bon, il arrive quand même à se déplacer. Donc ces forces, elles sont très fortes, mais l'animal est capable de casser ses forces pour pouvoir soulever la patte bien sûr du support. Et comment il fait en fait? Les pattes, les doigts sont hyper souples et en fait il enroule ses doigts l'un sur l'autre. Donc en enroulant petit à petit, il casse les forces des lamelles les unes après les autres, en enroulant en fait ses doigts, donc il les enroule comme ça. Et ça permet de décoller petit à petit la pâte et ensuite la totalité de la pâte. Et donc ça a inspiré des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis qui ont mis au point un robot, donc il y a déjà l'aspect déplacement, mais ce robot, il a des pattes qui imitent en fait les pattes du gecko, et il y a des petits films sur internet, vous pouvez regarder, qui montrent le robot qui est capable de grimper une paroi de verre verticale. Et ici, c'est une photo en fait du pied du robot, donc ils ont simplement imité, en fait, dans ce cas-là, dans ce cas de ce matériau, ils ont simplement imité la structure, en fait, de l'animal. Donc après, on peut imaginer des applications. Donc pour le robot, vous trouvez ça peut être rigolo, mais après des applications, ils pensent à des applications pour adhérer dans des conditions extrêmes, par exemple en basse atmosphère, faire des chaussures, des équipements pour les astronautes, etc. Donc vous avez l'aspect adhéré et vous avez le contraire, c'est-à-dire vous avez aussi des matériaux dans la nature qui n'adhèrent pas et qui repoussent en fait, qui empêchent l'adhésion de tout. Et c'est l'exemple du lotus qui est une plante qui représente la pureté dans certaines cultures, parce que les feuilles de lotus ne sont jamais sales. Donc les feuilles de lotus sont jamais sales parce qu'elles sont auto-nettoyantes. Donc on a voulu savoir comment et pourquoi les feuilles de lotus étaient auto-nettoyantes. Dès qu'une petite goutte d'eau tombe sur la feuille, la goutte roule et ne reste pas. Et en roulant, en fait, la goutte va prendre toutes les poussières qui peuvent s'accumuler sur
sur la feuille. C'est pour ça qu'on appelle ça des surfaces auto-nettoyantes. Donc la démarche, elle a été de la même manière. On a commencé à regarder un peu plus près par microscopie la structure de la feuille et on s'est aperçu donc cette feuille est constituée, si on grossit la feuille, de millions de petites aspérités, donc des petits picots qui sont sur la feuille. Et ces petits picots sont eux-mêmes, si on grossit encore plus, constitués de petites lamelles. On appelle ça comme des sortes de spaghettis. Donc ici un petit picot, et quand on grossit cette zone-là, on observe cette zone-là, donc des petites spaghettis. Et donc en fait, on s'est aperçu que ces aspérités, ces micro-aspérités qui étaient sur la feuille, empêchaient les gouttes d'eau d'adhérer à la feuille. C'est-à-dire que vous avez des micro-aspérités comme ça, et quand une goutte arrive, en fait, elle va être sur les aspérités, mais en aucun cas elle va avoir des surfaces de contact très limitées en fait. Ici, si vous prenez l'exemple de mes doigts, c'est 5 surfaces de contact seulement et pas une surface de contact très étendue comme si la surface est complètement lisse. Du coup, en fait, vu que les surfaces de contact sont limitées, elle va moins adhérer en fait. Et dès que la feuille va pencher, elle va rouler. Et en roulant, elle va adhérer aux poussières et les enlever de la feuille, puisque les poussières, de la même manière, elles ne vont pas pouvoir accrocher la feuille correctement à cause de ces micro-aspérités. Donc, ça, ce sont des surfaces hyper intéressantes. Donc, il y a une application qui a été réalisée par une entreprise allemande. Ils ont, selon ce modèle des surfaces auto-nettoyantes, créé une peinture qui s'appelle l'Otuzan, dans le but de recouvrir les bâtiments de cette peinture, de manière à ce que les bâtiments, les surfaces, les façades soient auto-nettoyantes. Il n'y a plus besoin de repeindre le bâtiment régulièrement. Le problème de cette peinture, c'est qu'elle n'est pas très stable en fait, c'est qu'elle s'abîme assez vite et donc du coup, il faut encore améliorer la chose. Et donc au laboratoire où je travaille sur le photovoltaïque notamment, ils sont très intéressés par ça pour des surfaces auto-nettoyantes, pour le photovoltaïque bien sûr, pour éviter que les panneaux solaires se salissent rapidement. Une branche de mon laboratoire, elle travaille sur la super hydrophobie. Donc voilà, je vous avais dit que je voulais parler un petit peu de la moule. Donc la moule, elle a des petits des fils qui lui permettent de s'accrocher à son support, mais l'essentiel de son point d'accroche, c'est son pied. Là, un petit schéma du pied de la moule. Donc là, c'est l'intérieur du corps. Le pied, quand il sort de la moule, vous avez différents types de structures. Et puis, c'est terminé par une plaque adhésive qui va plaquer en fait le pied sur le substrat, donc le rocher, etc. Donc, deux aspects intéressants de la moule. Même trois, si on prend la coquille, mais pour le pied, il y a un aspect très intéressant du pied en lui-même, puisque le matériau qui constitue le pied, là, qui est un peu caoutchouteux quand vous mangez, c'est du collagène. C'est exactement la même molécule qu'il y a dans la peau, qui fait l'élasticité, la structure de la peau, et donc on fait la publicité dans les cosmétiques. Donc c'est exactement la même chose. Il est un peu plus résistant, bien sûr, et ce qui est intéressant dans le pied de la moule, c'est que vous avez un côté qui est très résistant, qui a empêché la moule de se décrocher. Un côté ici qui est plus élastique, donc qui permet aussi de suivre un peu les mouvements des ressacs où se trouve la moule. Et moi, ce dont je veux parler ce soir, c'est ce qui permet à la moule de coller, donc ce qu'il y a entre la plaque et le substrat. Donc c'est une colle. Donc la colle,
c'est aussi un matériau qui est hyper intéressant. C'est une colle qui est à base de protéines, c'est la même famille de molécules vivantes qu'il y a par exemple dans vos muscles ou les enzymes qui digèrent les aliments, ce sont aussi des protéines. Donc c'est cette grande famille de protéines hyper intéressante. Et donc vous avez des protéines particulières. Donc les protéines, elles sont fabriquées dans des conditions de température raisonnables, donc des températures ambiantes. Elles sont biodégradables, etc. Et elles ont la capacité de coller fortement la moule sous l'eau. Donc une colle qui marche sous l'eau, c'est hyper intéressant, puisque la plupart de nos colles industrielles, elles collent bien, mais sous l'eau, c'est moins évident. Donc il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à ça pour remplacer par exemple la colle époxy qui en plus utilise des solvants donc, assez toxiques pour le vivant, pour l'homme, pour la personne qui manipule. Donc on s'intéresse aux colles de moule qui sont des colles très fortes et qui marchent sous l'eau. Ça pourrait être des applications pour la réparation d'engins marins, etc. Et certains chercheurs sont allés un peu plus loin parce qu'ils se sont dit le gecko c'est intéressant, la moule c'est intéressant, mais le mieux ce serait de combiner les deux technologies. Donc ça fait la couverture du magazine Nature il y a quelques années. Donc ils ont combiné en fait les deux matériaux, les deux caractéristiques des matériaux, à la fois du pied de la patte de gecko et de la coque de la moule, pour faire en fait une colle réversible qui marche sous l'eau. Donc l'avantage du gecko, c'est qu'il adhère à n'importe quelle surface, donc il colle à n'importe quelle surface dans l'air, et cette colle est ce mécanisme d'adhésion il est réversible, puisque en fait le gecko il colle quand il veut, quand il pose sa patte, et après il peut se déplacer, donc il n'adhère plus. La moule, ça ne marche pas, puisque une fois qu'elle est collée sur le rocher, elle est bien collée, et donc c'est une colle irréversible, mais par contre elle est beaucoup plus forte que le mécanisme d'adhésion du gecko. Donc ils ont voulu combiner les deux pour avoir l'avantage des deux. Donc comment ils ont fait? Donc là c'est un peu la technique, mais ils ont gravé avec de la lithographie, ils ont gravé une surface de matériaux pour obtenir en fait des petits plots, des petites aspérités qui avaient la même taille que les sétules ou les spatules dont je vous ai montré précédemment, du gecko. Donc en fait, c'est la même ordre de taille, donc très très petit. Donc ça ressemble à des sétules. Donc ça c'est le mécanisme, la manière dont ils ont pris une empreinte et ils ont fait la lithographie. Donc ils ont fait des petits plots. Puis après, ils ont recouvert ces petits plots d'une colle qui ressemble à la colle, donc d'une protéine qui ressemble à la colle qui est trouvée sur la moule. Donc c'est ce qui est représenté en rouge. Donc ils ont combiné les deux, à la fois la microstructuration du pied du gecko et l'aspect chimique, en fait, la protéine de la moule. Et après, ils ont regardé si ça marche ou pas. Donc ils ont fait des tests d'adhésion, tout simplement. Donc ils ont regardé au microscope déjà si les nanopicots qui ressemblent un peu à la patte de gecko, ils avaient quelle dimension, donc ils ont mesuré les dimensions, vous voyez c'est l'ordre du micron. Et puis ça c'est la formule chimique de la molécule dérivée de la protéine. Et donc ils ont recouvert ça et ils ont regardé toujours dans la microscopie si le fait de mettre la colle chimique sur les picots, ça allait changer leur structure, donc si ça allait les détruire ou pas. Donc apparemment ça ne les détruit pas, ils sont toujours aussi jolis, un peu plus gros peut-être, mais après ils ont testé l'adhésion, donc ils ont mesuré la force en tirant, ils ont fait des tests pour tirer en fait sur le matériau, ils ont plaqué le matériau sur une surface et ils ont tiré,
ils ont mesuré avec quelle force ils doivent tirer pour le décoller. Et puis, ça, c'est la surface qui ressemble au gecko, mais dans l'air. Ça, c'est la surface qui ressemble au gecko dans l'eau. Donc, vous voyez, le gecko dans l'eau, à mon avis, on ne peut pas grimper les algues. Et donc, et là, ils ont appelé ça leur invention de geckel, pour la contraction entre gecko et muscle, parce que nous, en anglais, c'est muscle. Et donc, dans l'air, les surfaces, elles adhèrent très fortement. Et ils ont fait le même test dans l'eau, et vous voyez que vous avez aussi une très forte adhérence dans l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que ça a valu la couverture du magazine Nature. Et donc ils continuent là-dessus pour améliorer leur procédé. Et un autre exemple dont je voulais vous parler, donc c'est la soie d'araignée, qui est aussi un matériau extraordinaire, sur lequel j'ai travaillé. Donc la soie d'araignée, l'homme il a remarqué depuis très longtemps que c'était un matériau hyper intéressant. Vous le voyez quand vous regardez simplement une toile d'araignée, vous imaginez ce matériau qui a l'air si fin, si fragile, qui est capable de capturer une mouche en vol ou même plus gros pour certaines. Et donc l'homme, certaines cultures récoltaient des toiles géantes d'araignées pour en fait faire des fils de pêche. Un peu plus près de nous, au XIXe siècle, certains se sont dit mais pourquoi pas exploiter la soie d'araignée comme la soie du ver des Maurice puisqu'on arrive à l'élever, puis ensuite à tirer sa soie, pourquoi pas faire la même chose avec les araignées. Donc ils ont fait des fermes, c'était à Madagascar, puisque à Madagascar il y a des beaux spécimens d'araignées, des filares qui font des très belles toiles. Et donc ils ont essayé d'élever les araignées pour après prendre leur soie, mais les araignées c'est pas aussi gentil comme animal qu'un ver à soie, puisque c'est un prédateur, donc ils ont besoin d'abord d'un territoire pour se sentir bien, ne pas se laisser mourir, et puis elles ont tendance à être cannibales, à se manger les unes avec les autres. Donc, en fait les fermes n'ont pas très bien marché puisque c'est très difficile à élever. Une, ça va, mais si vous voulez faire de l'industrie avec, ça va pas trop. Donc du coup, on a un peu laissé tomber ce matériau, parce que difficile d'avoir la matière première. Et depuis quelques années, on s'intéresse à nouveau, parce qu'on a trouvé un autre moyen d'obtenir de la soie sans forcément faire de l'élevage. Donc je vais vous en parler. Donc la soie, qu'est-ce que c'est? Donc contrairement à la soie du ver du Maurice qui est le cocon, en fait, il y a un seul type de soie. L'araignée a l'avantage de faire différents types de soie. Donc, je parle des araignées qui synthétisent la soie, toutes ne synthétisent pas de la soie, bien sûr. Celles qui font des toiles, elles font les différents types de soie pour fabriquer la toile. Elles font la colle qu'elles déposent sur la toile ensuite pour rendre la toile collante. Elles font aussi la soie pour protéger les œufs, les cocons, etc. Donc, toutes ces soies ont des propriétés différentes et hyper intéressantes. Donc, on s'intéresse, nous, plus particulièrement à la soie plus résistante, qui est la soie qui est à la base de la toile. Donc, la toile d'araignée, si vous regardez d'un peu plus près, donc, on s'est intéressé dans le cadre de ma recherche plus à l'araignée commune, qui s'appelle Araneus diadematus, qu'on trouve dans nos régions, et un fil particulier qui est le fil de vie, c'est-à-dire que c'est le fil qui est toujours à disposition de l'araignée. Dès qu'elle doit s'échapper de quelque part, vous avez sûrement vu des araignées qui descendent comme ça de leur fil, et en fait elles débobinent leur fil qui s'appelle le fil de vie, qui est montré à droite, qui est un fil hyper résistant. Donc si on compare en fait la soie avec d'autres matériaux, donc on fait un test de traction classique, on prend un fil, on tire dessus, et puis on mesure la force avec laquelle on tire sur le fil jusqu'à ce qu'il casse. Et donc si on fait ces mesures-là, on compare le Kevlar, donc vous voyez le Kevlar, il faut tirer très fortement jusqu'à ce qu'il casse, puisqu'il faut des grandes forces. Donc le Kevlar c'est quand même un matériau résistant. La soie d'araignée, par rapport au Kevlar, elle casse
ici c'est le point de cassure. Hein. Elle casse à des forces qui sont un peu plus faibles, donc elle est quand même un peu moins résistante. Et si vous comparez avec la laine et le nylon, donc le nylon c'est un polyamide, donc c'est un procédé tout à fait chimique industriel. La laine c'est un produit naturel, hein, donc c'est la kératine, donc c'est une protéine. Donc vous voyez, elle casse pour des forces beaucoup plus faibles, donc elle est beaucoup moins résistante. Donc on s'est dit, la soie d'araignée c'est quand même assez intéressant. Et si on compare les deux soies qui constituent la toile, donc en rouge, la soie qui constitue à la fois le fil de vie et la structure de la toile, et en bleu, vous avez la soie qui constitue la spirale centrale. Donc c'est la même molécule de base, donc ce sont des protéines, mais deux structures différentes. Donc vous voyez, vous avez la spirale centrale, ben, elle va pouvoir s'allonger très fortement avant de casser, donc elle casse ici, donc à des forces assez faibles. Et la soie de structure qui est en rouge constitue la trame du matériau. Ben, elle va résister très fortement à la force, quand on tire dessus, elle casse ici, mais par contre elle est assez raide, donc en fait elle résiste, et puis elle ne s'avance pas beaucoup, puis pof, elle casse. Tandis que l'autre, la soie qui est représentée en bleu, elle va se déformer beaucoup, et après casser, mais pour des forces plus faibles. Donc ça c'est assez intéressant, et on a voulu savoir un peu d'où ça venait. Et on a regardé en fait la structure de la soie, et on s'est aperçu que la soie, c'est des fibres. Donc c'est des fibres de protéines, hein, donc des filaments de protéines. Et vous avez des zones dans le filament de protéines, donc ici la fibre de soie, avec des zones qui sont beaucoup plus compactes, qu'on appelle des zones cristallines, beaucoup plus dures. Et puis autour, vous avez des zones de la fibre qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus élastiques. Et on pense que c'est la combinaison de ces zones cristallines et de ces zones beaucoup plus souples dans la fibre qui donne à la soie cet aspect à la fois résistant et élastique. Donc, ça, c'est des recherches qui sont en cours pour essayer de voir si les soies élastiques, que je vous ai montré précédemment, elles auraient plus de zones flexibles, et les soies plus résistantes auraient plus de zones cristallines dures. Donc, comment on fabrique de la soie artificielle? Parce qu'en fait, c'est le but. Rectangle noir. Bon. Donc, soit la première idée, ben, c'était ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, faire des fermes, collecter de la soie. Donc, soit vous collectez directement en tirant sur le fil de vie de l'araignée, soit les toiles dans la nature. Et ensuite, vous pouvez les resolubiliser, les redissoudre, et puis les filer, comme on pourrait filer les soies pour obtenir des vêtements, etc. Pour faire, vu que c'est presque aussi résistant que le Kevlar, mais beaucoup plus léger, faire des fils techniques, par exemple, pour faire des fils de parapente. La méthode précédente ne marche pas puisque la source de matière première n'est pas très étendue. Donc maintenant on s'intéresse plus à la méthode qui utilise les biotechnologies. Donc on a pris un fragment de l'ADN d'araignée qui correspond au gène pour les protéines de soie, pour le gène de l'araignée qui code pour la soie. Et puis on a inséré ces gènes dans des bactéries qui sont tout à fait inoffensives et qui servent juste en fait l'incubateur. En fait, les bactéries, elles vont lire l'ADN de l'araignée comme si c'était leur propre ADN. Elles vont fabriquer en fait les protéines qui correspondent, comme si c'était leur propre protéine en fait. Et elles ne vont pas voir la différence. Et donc du coup, elles lisent l'ADN, elles fabriquent les protéines qui correspondent, donc en fait les matériaux qui correspondent. Et donc, en cultivant une grande quantité, une grande masse de bactéries, on peut obtenir des protéines de soie, donc en les purifiant, etc. Et après, la protéine en elle-même, il faut pouvoir la façonner sous forme de fibre, hein, parce qu'à l'intérieur de l'araignée, la soie elle est sous forme liquide, et elle se solidifie à l'extérieur.
Donc après, il faut savoir comment ça se passe là, pour pouvoir former la fibre. Donc il faut retourner à l'araignée, regarder à l'intérieur de l'araignée comment ça se passe. Donc comme je vous ai dit, la glande d'araignée, ici c'est un schéma. Donc ici, à l'intérieur de l'araignée, donc ça c'est un détail d'une seule glande. Hein. Vous imaginez le gros abdomen, ce qui fait tout le mur. Et une glande, donc vous voyez, il y a différentes parties. Et puis il y a cette partie-là où la protéine est synthétisée. Et puis vous avez des parties là où elle est gardée en réserve, la soie. Enfin, le liquide qui représente, qui forme la soie ensuite. Et vous avez ensuite ce long canal là. Et dans ce long canal, en fait, vous avez une variation de la quantité d'ions, donc de composés chimiques, et cette variation de la quantité d'ions à l'intérieur du canal va commencer à polymériser le liquide sous forme solide et former la soie. On a recréé ça en laboratoire. Donc ici, vous avez une glande qui a été recréée, la piste, et la soie, ensuite, donc elle commence à être polymérisée à l'intérieur de la glande reconstituée, et ensuite, au bout de l'abdomen de l'araignée ou au bout ici de la seringue, vous voyez le fil apparaître, et on l'a enroulé sur un rouleau pour en avoir une certaine quantité et l'étudier. Donc voilà comment on a fabriqué la soie artificielle. Donc ici, elle est à gauche en photo microscopique. Et à droite, on a juste suspendu un petit anneau en téflon pour voir s'il était assez résistante quand même. Et après, on a fait d'autres tests. Et un autre aspect intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement imité la soie, c'est qu'on a découvert d'autres matériaux. C'est qu'en voulant essayer d'avoir des fils, simplement des fils de soie, on s'est aperçu en fait que les protéines de soie d'araignée étaient capables de prendre d'autres matériaux hyper intéressants. Des mousses, des fils, des microsphères, des capsules, des hydrogels et des nanofils. Et ça peut être très intéressant dans le domaine biomédical pour faire des matériaux qui sont résistants, biodégradables et donc compatibles avec le corps pour transporter les médicaments. Donc les films, ils ont commencé à être développés pour faire des patchs de cicatrisation. Parce que la soie, c'est une molécule hypoallergénique, donc qui ne crée pas d'allergie. Donc est résistant. Donc il y a un volet de la recherche qui essaie de développer ces films de soie d'araignée. Donc vous voyez des applications totalement différentes de l'application de la base de la soie d'araignée, qui est simplement la capture d'animal ou en fait l'amorti du choc de l'animal. Donc, pour aller un peu plus loin que la nature même du matériau, vous l'avez vu, on essaie d'imiter, mais pas seulement, essayer de s'inspirer pour créer d'autres choses qui pourraient être utiles. La nature, elle est raisonnable, c'est-à-dire, je vous présente juste l'exemple de l'os, parce que l'os, il a été optimisé pour son application. Donc ici, le fémur tenir debout. Il n'y a pas plus par main de matériaux. Et ça intéresse beaucoup les chercheurs, et il y a beaucoup de programmes on essaye de mettre en place des programmes pour essayer d'imiter en fait la croissance de certains matériaux, en particulier des arbres. Donc la croissance sous contrainte, vous voyez ici un arbre qui a poussé, mais sous la contrainte soit d'un obstacle, soit du vent. Puis on a des programmes par ordinateur qui s'inspirent, qui essayent de mimer en fait, la croissance de l'arbre pour désigner différentes formes. Donc des formes qui vont pouvoir être adaptées à des contraintes, à des obstacles, etc. Donc on essaye de simuler en fait la croissance de certains matériaux pour optimiser en fait leur forme. Donc ici, en utilisant ce genre de programme, on a optimisé la forme d'une vis orthopédique. Donc vous voyez, ce sont des vis qui servent à ressouder en fait une colonne vertébrale où il y avait une fêlure entre les vertèbres.
Donc ce sont des vis qu'on va implanter à l'intérieur de la colonne, mais il faut que les vis soient résistantes. Et donc en fait, le pas de vis de ces vis a été optimisé en utilisant ce genre de programme qu'on appelle de croissance adaptative pour optimiser la forme et la quantité de matière de manière à obtenir une forme, donc la forme simplement ici de cette partie-là de la vis, optimisée pour la contrainte qu'elle devrait subir à l'intérieur de la vertèbre. Donc ça, c'est des programmes qui sont inspirés en fait de la nature. On a observé comment la nature s'adaptait lors de sa croissance, lors de la réparation aussi des arbres pour créer ces programmes. Et là, une autre application un peu moins, on va dire, développement durable, c'est qu'on a utilisé ce programme pour développer des jantes de roues de voiture. Donc des jantes, les trous là, c'est pas pour faire joli en fait, c'est le programme qui a indiqué que pour faire des jantes aussi résistantes mais avec moins de matériaux, ben, on pouvait créer ces trous avec ces formes particulières-là, à ces positions-là. Donc en fait, ce sont des jantes qui sont aussi résistantes que la jante pleine, mais elles n'ont pas besoin de matériaux, enfin de matière là. Donc c'est une économie de matière, donc économie de fabrication, etc. Et elle est plus légère, tout en étant aussi résistante. Donc en conclusion, donc je vous ai montré un espèce de quelques notions sur les matériaux naturels qui sont résistants. Si vous pensez aux coquilles des mollusques qui sont très élastiques, et si vous pensez à l'élasticité de l'araignée, il y en a qui sont collants, qui ne sont pas collants, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Et ça, c'est possible dans l'eau, dans l'air, dans tous les milieux du vivant. Donc vous avez une immensité de sources d'inspiration des matériaux du vivant. Et en plus, contrairement à beaucoup de matériaux que nous, on fabrique nous jusqu'à présent, ces matériaux, ils peuvent s'adapter au changement. Ça, c'est un élément qui intéresse de plus en plus les chercheurs, c'est les matériaux qui sont auto-réparables et en plus qui sont biodégradables. Donc l'homme cherche à s'en inspirer pour à la fois comprendre comment ils sont constitués. Je vous ai montré à chaque fois, on regarde de plus près le matériau, on essaye de comprendre et puis s'en inspirer pour créer de nouveaux matériaux, soit en essayant de les imiter tout simplement, mais de moins en moins. Maintenant, vous voyez avec l'exemple de la soie, on a essayé simplement d'imiter le fil, mais après on a développé d'autres matériaux tout aussi intéressants, à la fois comme vecteur de médicaments, et comme fil de suture aussi, on espère aussi en faire des applications. Et en respectant le matériau de base, c'est-à-dire le matériau du vivant, c'est-à-dire on s'en inspire, mais pas pour faire des matériaux encore plus compliqués et moins respectueux de la nature dans leur recyclage et leur biodégradabilité. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris ces aspects des matériaux du vivant qui sont vraiment fascinants.